bonsoir à tous. À la une de ce journal, face aux revendications des avocats, le gouvernement les implore de lever le mot d'ordre de grève et demande un sursis pour trouver et mettre fin au dysfonctionnement décrié dans le système judiciaire. Les promesses des pouvoirs publics ont-elles convaincu le Conseil de l'ordre des avocats au terme d'une réunion de crise qui s'est achevée très tard hier soir? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Et dans le chaudron de la crise anglophone, les campagnes visant à lutter contre les journées villes mortes sont loin de faire l'unanimité, alors que les autorités locales apposent des scellés sur les boutiques des commerçants qui ont respecté les journées déclarées villes mortes. Les populations déplorent le jeu trouble des autorités qui font la part belle aux méthodes utilisées par les groupes séparatistes. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Face aux revendications des avocats, le gouvernement demande un sursis pour mettre fin au dysfonctionnement décrié dans le système judiciaire. Il évoque la mise en place d'un groupe de travail ad hoc qui pourrait être fait dans les toutes prochaines semaines. Cependant, aucun calendrier clair n'a été évoqué. Pour autant, le gouvernement implore les avocats de mettre fin à leur mot d'ordre de grève et ils ont opposé au gouvernement le silence qui justifie, selon certains avocats, le maintien de ce mot d'ordre de grève prévu concernant la suspension du port de la robe et la non-fréquentation des cours et tribunaux sur l'ensemble du territoire national. Compte rendu de cette fin d'une réunion de crise, c'est avec Guy Zogo et Emmanuel Diop. Malgré 12 heures consacrées à la réunion entre le ministère de la Justice, les représentants du ministère de la Défense, du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, de la délégation générale à la Sûreté nationale et les avocats, le mot d'ordre de grève des hommes en robe noire n'a pas été levé. C'est donc plus un modus vivendi sanctionné par un communiqué final paraphé par toutes les parties qu'on est parvenu. Pour autant, les deux camps disent respectivement leur colère apaisée et satisfait. Au moment où le Conseil de l'ordre arrivait ce matin, il était véritablement en colère. À la suite des travaux qui ont duré toute la journée, la colère n'a pas été totalement dissipée, mais elle est quelque peu apaisée. Parce que le gouvernement, les autorités publiques ont pris un certain nombre de dispositions pour régler les préoccupations, en tout cas celles des préoccupations qui ont été exprimées. Nous sommes entièrement satisfaits, je vais même dire totalement satisfaits. Notre rôle était d'écouter les préoccupations de nos collaborateurs qui sont des auxiliaires de la justice et la justice se doit d'être à l'écoute de ces auxiliaires. Nous sommes là pour écouter et apaiser tout le monde. Donc nous les avons écoutés. Nous avons accepté, n'est-ce pas, de collaborer plus franchement que par le passé. Comme une épée de Damoclès, le préavis de grève des avocats reste de mise. Le communiqué final a été lu, vous l'avez entendu. S'il avait été levé, vous l'aurez su. Voilà. Donc il sera levé en fonction des réponses qui vous seront données. Mais écoutez, vous avez suivi très attentivement le communiqué qui a été publiquement lu. De son côté, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice veut espérer qu'on s'achemine vers la levée de ce mot d'ordre. Ils vous ont parlé de parallélisme des formes. C'est un conseil de l'ordre qui a pris la décision. C'est un conseil de l'ordre qui sera convoqué plus tard. Mais dans tous les cas, si vous demandez quelque chose à quelqu'un et il vous donne tout ce que vous avez demandé, je pense que la conclusion, elle est logique. Visiblement interpellé par la délicatesse de la situation, le gouvernement multiplie déjà les signes de bonne volonté. Nous avons donné des gages, nous allons donner des orientations pour que les griefs qui ont été décriés ne soient plus à l'avenir. Tous les desiderata, n'est-ce pas, des avocats ont été acceptés. Dans cette logique, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice invite aussi le Conseil de l'ordre à lui soumettre dans de brefs délais la liste des correctifs qu'il souhaite. Je vous convie à mettre à la disposition de la chancellerie
dans un délai relativement court, et vous savez pourquoi. Et à la suite des échanges de ce jour, une esquisse exhaustive des mesures correctives souhaitables par le baron. Les autres administrations ne sont pas en reste. Le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, le délégué général à la Sûreté nationale et le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, chargé de l'administration pénitentiaire, annoncent qu'ils recevront le Conseil de l'ordre incessamment pour remettre les pendules à l'heure. De manière générale, un groupe de travail sera mis en place pour solutionner les problèmes soulevés par le barreau. Désormais, c'est la course contre la montre qui est engagée par le gouvernement pour éviter la date fatidique du 16 septembre prochain. Je vous propose un morceau choisi de ces résolutions prises au terme d'une réunion de crise qui a réuni sur la table le gouvernement et le Conseil de l'ordre des avocats, des résolutions qui ont été rendues publiques par Maître Philippe Mémon. Je vous propose de l'écouter. Au terme des échanges intenses, libres et constructifs, les parties sont parvenues à un consensus articulé, d'une part, sur des mesures urgentes à prendre et d'autre part, sur celles à formuler dans le cadre d'un groupe de travail ad hoc. 1. Sur des mesures urgentes. Le ministre délégué a rassuré le barreau sur les instructions écrites que la chancellerie prescrira à bref délai aux procureurs généraux pour mettre fin aux dysfonctionnements observés dans le libre exercice de la profession d'avocat dans leurs ressorts de compétences respectifs. Les représentants du MINDEF et du CED ont quant à eux rassuré l'assistance sur les instructions à prescrire dans les meilleurs délais aux différents responsables des services déconcentrés dans le sens d'un strict respect des dispositions du Code de procédure pénale sur le déroulement des enquêtes judiciaires tant à l'égard des mises en cause que de leurs conseils, notamment le droit pour les suspects de se faire assister par l'avocat de leur choix. Le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, a fait exprimer par son représentant sa disponibilité à recevoir le Conseil de l'ordre dans les meilleurs délais. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargé de l'administration pénitentiaire a donné les mêmes assurances relativement au droit d'accès des conseils à leurs clients détenus, prévenus ou condamnés, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. 2. Sur les mesures à moyen et long terme. Il a été retenu qu'elles découleront d'une réflexion plus approfondie dans le cadre d'un groupe de travail ad hoc à mettre en place dans les meilleurs délais et dont les membres seront désignés par les différentes administrations publiques concernées et le barreau du Cameroun. À la veille de l'ouverture d'un procès inédit dans l'histoire politique du Cameroun, celui de Maurice Kamto au tribunal militaire, ses avocats, maître Éric Dupond-Moretti et Antoine Veil, estiment que cette procédure judiciaire démontre l'obstination du pouvoir à l'encontre de ces prisonniers politiques détenus depuis 7 mois dans des conditions qu'ils jugent inhumaines et dégradantes. Dans un communiqué, ces avocats révèlent que le Comité contre la torture des Nations Unies s'inquiète également des conditions d'interpellation et d'incarcération de ses opposants. Au regard de la situation de Maurice Kamto et ses alliés du MRC, ces avocats, Dupond-Moretti et Veil, redoutent que les droits les plus fondamentaux de leurs clients soient bafoués durant ce procès au tribunal militaire, d'où l'appel à la communauté internationale. Selon ces avocats, elle doit exiger du Cameroun le respect de ses engagements internationaux. C'est en substance la réaction des maîtres Dupond-Moretti et Antoine Veil, qui sont des avocats de Maurice Kamto. Et toujours dans les couloirs de la justice au tribunal militaire, ce sont cette fois-ci des avocats d'Ayouk Tabé qui contestent les montants élevés qu'il faut débourser afin de poursuivre la procédure en appel, alors que Ayouk Tabé, leader du mouvement séparatiste, a été condamné à la perpétuité. Ces avocats qui comptent faire appel de cette décision, mais déplorent d'autres procédures judiciaires et des irrégularités. Selon les avocats d'Ayouk Tabé, s'expriment dans ce reportage que signe Aïk Cyril. Le tribunal militaire de Yaoundé
exige la somme de 5 millions de francs CFA avant de transférer le dossier d'appel de Sisikou Ayouk Tabé à la cour d'appel du centre. L'information est donnée par le conseil du leader sécessionniste. Une fois que nous avons interjeté appel, après quelques jours, ils ont été servis la notification de certificat d'appel. Et c'est là où certaines conditions sont sorties parmi les conditions d'appel, puisque c'est le même tribunal qui devrait acheminer le dossier vers la cour d'appel. Et parmi ces conditions, il y a 5 millions de francs que mes clients ou nos clients devraient payer. Si Maître Emmanuel Pekoum reconnaît que la loi donne la latitude au tribunal militaire de fixer lui-même les conditions d'appel, il trouve tout de même exorbitant le montant exigé par la juridiction qui a condamné son client en première instance. Nous avons trouvé que vraiment c'est un peu exagéré, parce que nous trouvons même les gens qui ont même pillé les caisses de l'État à des centaines de milliards de francs, qui n'ont jamais fait l'appel à ce montant. Sisikou Ayouk Tabé dispose de 15 jours à compter de la notification pour payer la caution, faute de quoi son appel sera rejeté. L'appel ne pourra plus être valable, mais tout de même on n'est pas encore à ce niveau, parce que la loi prévoit, une fois que vous êtes mécontente des conditions que le tribunal vous donne, vous pouvez faire une requête pour la variation, et ça peut être fait. Face à tout ce qu'il dénonce, le conseil de Sisikou Ayouk Tabé conclut que le leader sécessionniste est victime d'un procès politique. Nous constatons aujourd'hui, en tant que la défense de Ayouk Tabé et les autres, que ce tribunal est fortement politique. Ce n'était pas une décision du tribunal elle-même. Il y a beaucoup de choses, parce que au moment où nous interjetons l'appel, on ne peut pas se mettre à apprécier ce que nous interjetons comme motif d'appel. Arrêté au Nigeria, puis transféré au Cameroun, Sisikou Ayouk Tabé et ses coaccusés ont été condamnés à la prison à vie, assortis d'une amende de 250 milliards de francs CFA. L'appel interjeté par ses avocats bute pour l'heure sur le paiement d'une caution de 5 millions de francs CFA. Et concernant cette affaire d'Ayouk Tabé, le gouvernement avait déclaré qu'il a pris acte de la décision de justice qui a été rendue en toute indépendance. C'était une réaction du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et dans le chaudron de la crise anglophone, le marché de Kumba est désert depuis lundi. Des commerçants sont restés chez eux, ils n'ont pas ouvert leur boutique, redoutant des représailles des séparatistes qui ont imposé un mot d'ordre de ville morte durant 2 semaines. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kumba désapprouve l'attitude de ces commerçants. Lui aussi est descendu sur le terrain pour apposer des scellés sur la boutique des commerçants qui n'ont pas été ouverts du fait de ces 2 semaines de lockdown. Une décision diversement appréciée dans la ville de Kumba. Reportage Sylvestre Hippolyte Zangao. Pourtant, l'un des plus courus de la région du sud-ouest, le marché de Kumba, est désert depuis des jours. Par peur de représailles, les commerçants gardent leurs boutiques fermées. Les séparatistes menacent quiconque va passer outre le mot d'ordre de ville morte lancé par eux. Mais pour le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kumba, il est inadmissible que les commerçants cèdent aux menaces des séparatistes, privant ainsi les populations de la possibilité de se ravitailler. Accompagné des éléments des forces de défense, Victor Kelingo est allé au marché de Kumba, a posé des scellés sur les boutiques déjà fermées. How long shall we live on fear, you know? Jusqu'à quand vivrons-nous dans la peur? Ça ne peut continuer. Les commerçants doivent savoir que leurs activités sont nécessaires à la survie des populations. En réplique, Samuel Diamileke, le président des commerçants du marché de Kumba, évoque les représailles des séparatistes qu'ils ont déjà subies. Nos boutiques ont souvent été vandalisées, nos véhicules incendiés. Nous sommes en danger. Les séparatistes avaient annoncé 2 semaines de ville morte qui devaient être effectives depuis le 2 août dernier. Parlons
à présent de la situation que vivent les populations déplacées anglophones dans l'arrondissement de Loum, région du littoral. Elles ont du mal à pouvoir rejoindre les deux bouts, elles qui sont confrontées à une insécurité alimentaire, à l'insuffisance des moyens pour assurer l'éducation des enfants en cette période de rentrée scolaire. Ces difficultés qui peinent à pouvoir trouver des réponses adéquates malgré les multiples promesses du gouvernement. Reportage Akino Molon et Jean-Paul Chouniat. Plus de 72 heures après le premier son de cloche de la rentrée scolaire 2019-2020, les parents déplacés de la crise anglophone ne savent toujours pas si leurs enfants iront à l'école cette année. Ils n'ont pas de fourniture ni d'uniforme. Le peu d'argent disponible a servi à leur inscription. Rien n'est prêt. Au-delà de cette difficulté à préparer la rentrée de ses enfants, cette famille de 16 personnes, comme bien d'autres dans le Mungo, peine à avoir un repas par jour. C'est pas évident de se nourrir ici chaque jour. Souvent, les enfants n'ont qu'un seul repas par jour et cela les rend malades. Venu de Kumba, Elvis et sa famille découvrent les réalités cruelles d'une vie d'exilé intérieur. Vivre à un lieu étranger, c'est tellement difficile. Ici, il ne faut pas dire que je suis bien. Parce qu'à tout terme, il faut payer la maison. Il faut payer de l'eau. Et d'abord, ici à Loum, il n'y a pas l'eau potable. Tous ces déplacés internes ont tout abandonné à cause de la guerre pour venir ici, dans une ville de Loum, au coût de vie de plus en plus élevé face à l'arrivée massive des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Tu trouves 4 doigts de plantain à 500. Tu n'as pas de choix. Tu dois que payer. 1 litre d'huile, tu dois payer toujours. Tout ici à Loum, c'est cher. C'est intenable de quitter sa ville natale pour une localité où on ne connaît personne, où on n'a pas un espace cultivé et on ne fait rien pour joindre les deux bouts. C'est horrible. Sans ressources permanentes et stables, ces déplacés internes vivent au jour le jour, sans assurance d'un lendemain meilleur. Toutes mes marchandises ramenées de Boya se sont périmées. J'ai été obligé de les jeter. Tout mon capital est parti en fumée. Je suis devenu toute oisive. Vivant tous dans une promiscuité et une précarité à l'extrême. Tous ces déplacés de guerre nourrissent un seul rêve, la fin d'une crise qui n'a que trop duré, vidant le nord-ouest et le sud-ouest de ces populations. Je plaide pour que le gouvernement s'implique dans la résolution de cette crise. Je suis devenue mendiante, pourtant je travaillais et je subvenais aux besoins de mes enfants. Je suis plus qu'une mendiante, dirais-je, sans pieds ni mains. Si on peut mettre fin sur cette guerre, ça pouvait nous permettre de rentrer chez nous. Ça pouvait toujours nous aider, comme on demande. Là, ça pouvait faire un autre pas de notre joie. Chaque jour qui passe, tous se demandent de quoi demain sera fait. Dans le département du Nyong-Ekele, la communauté éducative éprouve d'autres difficultés en cette début d'année scolaire 2019-2020 entre l'absence de matériel didactique et les difficultés pour les enfants de se rendre à l'école, faute des moyens des enfants, les autorités, faute des moyens des parents d'élèves, les autorités administratives et autorités en charge d'éducation ont pu faire ce constat lors de la rentrée scolaire dans le département du Nyong-Ekele. Reportage Joël Niem et Kediara. C'est une rentrée scolaire émaillée de difficultés qu'a connue le département du Nyong-Ekele dans la région du centre. Pendant la traditionnelle tournée des autorités éducatives et administratives dans la localité, quantité de constatations nuisibles pour le bon fonctionnement de l'année scolaire vont être observées. 2 cas ont attiré notre attention. Il s'agit de l'école publique bilingue des ECA qui a vu tout son personnel affecté ailleurs et qui absolument est réduit à la seule personne de la directrice. Ça reste une grande préoccupation pour un établissement bilingue qui est en réalité 2 établissements en un. Pour le secteur privé, c'est un établissement scolaire jugé dangereux pour les enfants qui va être enregistré. Les bâtiments prêtent à équivoque sur le plan technique.
à vue d'œil, la sécurité des infrastructures n'est pas appropriée. Et nous avons donc prescrit au délégué départemental des travaux publics de faire une expertise pour nous rassurer si les élèves peuvent continuer à suivre les cours là ou pas. Rajoutez à cela des établissements publics oubliés par l'administration qui ont pour la plupart été au cours de ces dernières années à la seule charge des associations de parents d'élèves et d'enseignants qui devaient en plus gérer le paiement des enseignants vacataires. Quand vous regardez derrière moi, le campus, ça c'est l'œuvre des efforts des parents d'élèves et nous sommes essoufflés. Vraiment, nous lançons juste un appel à l'administration pour soutenir le lycée phare bilingue du Nyon-Ekele. Le Nyon-Ekele est aussi une victime de la crise anglophone. Le département regroupe en son sein de nombreux déplacés internes qui cognent tous à la porte du savoir dans des établissements scolaires, pas toujours préparés à ce type de difficultés. Aujourd'hui, nous recevons un flux des personnes qui viennent du nord-ouest ou du sud-ouest. Et ce groupe particulièrement est difficile parce que vous voyez, un enfant qui a passé 2 ans sans aller à l'école, il n'a pas de bulletin de notes. Il faut faire soit des tests de niveau pour essayer de les insérer. Ce n'est pas du tout facile, mais on les reçoit tous les jours et la porte est ouverte. Malgré cet ensemble de complications, de nombreux enfants studieux ont pu reprendre le chemin de l'école dès le 2 septembre. Pour les retardataires, tout aussi nombreux, il faudra se préparer à copier de longues pages des cours, car dans le Nyon-Ekele, l'école débute effectivement le premier jour de la rentrée. Que gagnent le Cameroun et l'Afrique à travers les investissements chinois réalisés dans le secteur forestier? La question était au centre d'un atelier Afrique-Chine dont l'objectif est de faire un diagnostic sans complaisance de l'impact environnemental, social et économique des investissements chinois qui ne profitent pas toujours aux populations riveraines. Reportage Rodrigue Gassi et Marcelin Gransop. Dans le secteur des grumes, la Chine est désormais le plus grand importateur des bois tropicaux en provenance des pays du bassin du Congo, dont le Cameroun. En 2017, 75% des grumes de bois produits sur le continent africain ont été exportés vers la Chine. Sauf que les investissements chinois dans le secteur forestier essuient une vague de critiques. Aujourd'hui, on va dire que les Chinois sont là, mais peu sont des Chinois en fait qui sont détenteurs des titres forestiers. Pour la plupart, ils sous-traitent avec des Camerounais. Cette pratique fait que, en termes de fiscalité, on ne peut pas vraiment les contrôler et les dire ce que l'État peut vraiment prélever comme des taxes sur leurs activités. Dans le secteur minier, par exemple, si vous allez dans la zone de Bétaréoya, les Chinois qui sont installés dans cette zone exploitent de l'or, mais après abandonnent des trous qu'ils ont ouverts. Vous allez les voir en train de dévier les cours d'eau. Et l'autre chose, c'est l'utilisation des substances qui sont cancérigènes comme le mercure, qui viennent davantage polluer l'eau. C'est dans ce contexte que vient de se tenir le tout premier atelier Afrique-Chine sur le thème gouvernance des terres forestières, investissement et durabilité. La présence chinoise dans le secteur forestier en Afrique suscite beaucoup de débats, beaucoup de questionnements et parfois même des positionnements passionnels. Donc il était question de mobiliser des acteurs scientifiques donc de la recherche et des acteurs des politiques publiques, donc des décideurs politiques et autres interlocuteurs afin de décrypter ce qui va moins bien, ce qui va mal, pour le dire clairement, et explorer les pistes de solutions pour améliorer les conditions de durabilité de la présence chinoise dans le secteur forestier. Cette rencontre fort courue s'est voulu un cadre d'échange et de dialogue sur les défis de la durabilité des investissements chinois dans le secteur forestier. Les questions ont été posées de façon franche, un dialogue sincère a été amorcé et des pistes sont clairement envisagées pour mettre en commun les efforts des deux gouvernements pour apporter beaucoup plus de lumière sur les conditions d'investissement des acteurs chinois dans le secteur forestier. Grâce à ce dialogue, on pourrait bien mettre les choses claires, pour savoir qui parle de quoi.
voilà, au juste. Je pense que si on y arrive, c'est déjà un grand progrès qui nous permet de continuer la mutualisation dans le futur, la mobilisation et des actions aussi. Tous sont unanimes sur un fait. Les pratiques illégales et autres infractions forestières contribuent à la surexploitation des ressources naturelles et à la destruction de la biodiversité. Alors, il faut faire quelque chose. Si les activités de ces Chinois dans ces différents secteurs prospèrent, c'est tout simplement parce qu'ils profitent en fait d'un certain nombre de vides sur le plan juridique et aussi du fait qu'en termes d'application de la loi dans ces différents secteurs, ça reste encore très faible dans un réseau où la corruption également est en train de battre son plein et c'est un peu ce type d'attitude, voilà, ce type de choses qui font que ces Chinois préfèrent venir dans ces pays où ils vont beaucoup plus dépenser pour corrompre et mener leur activité. Des investissements chinois dans l'agroalimentaire, l'exploitation forestière et minière ne cessent d'augmenter. Ils soulèvent malheureusement de nombreux défis, notamment sur le plan environnemental et social. Des responsables nouvellement nommés ont été installés, notamment au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ils ont pris fonction ce jeudi lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Palais polyvalent des Sports. Le ministre Narcisse Mouélé-Kambi a demandé aux 8 responsables promus de faire preuve d'exemplarité dans l'exercice de leurs fonctions afin de projeter une meilleure image du Cameroun sur le plan international. À cet effet, je propose d'écouter le ministre des Sports, Narcisse Mouélé-Kambi. Ce milieu souvent miné par des intrigues contre-productives, sur fond de contradictions inter-individuelles, de lutte des égos et de conflits d'intérêts entre certains de ses dirigeants ou acteurs. La collectivité sportive camerounaise doit être aujourd'hui, plus qu'hier, et davantage demain, un projet de vivre ensemble harmonieux, du vivre ensemble en paix. Votre contribution dynamique doit permettre au MINSEP et à l'ensemble du mouvement sportif national de faire preuve d'un sens éthique élevé à travers la promotion de la bonne gouvernance au sein des structures centrales déconcentrées, sous tutelle et rattachées de nos départements ministériels. La participation du Cameroun aux événements sportifs internationaux devra être maîtrisée, tant du point de vue calendaire que des contraintes techniques et financières dont les contours doivent être assainis en rapport avec les fédérations sportives concernées. Le conseil scientifique de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée se tient sur son campus à Douala. L'objectif est d'évaluer les programmes académiques et la mise en œuvre conçus pour donner les outils aux jeunes étudiants afin qu'ils soient compétents et compétitifs sur le marché de l'emploi. Reportage. D'éminents professeurs réunis pour la 4e session du conseil scientifique de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Un exercice d'une importance capitale qui se tient conformément aux textes qui régissent l'institution. Il y a un certain nombre de textes qui sont pris par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il faudrait donc que le conseil scientifique s'assure qu'au niveau de l'institut ici, ces textes sont appliqués. Deuxièmement, voir aussi l'état de la recherche au niveau de l'institut effectué par les enseignants. Vous savez que l'enseignement supérieur, c'est la recherche et l'appui au développement. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, de voir comment est-ce que la recherche s'effectue ici au niveau de l'Institut. Les résolutions qui sont prises à l'issue du conseil scientifique permettent de renforcer les capacités et d'ouvrir le champ académique pour les enseignants à travers le financement de leurs recherches. Le conseil scientifique est un exercice réglementaire habituel au sein de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Cela donne simplement l'assurance à l'étudiant qui vient d'avoir le bac et qui veut s'inscrire à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée qu'il s'agit d'une institution républicaine qui suit la réglementation. C'est un organe qui est placé auprès du conseil d'administration, de l'administration de notre institution, de notre université.
Et ce sont ces décisions-là qui permettent à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée d'honorer l'une de ses obligations qui consiste à payer les primes de recherche aux enseignants, donc les différents dossiers qui vont être les dossiers des enseignants qui vont être analysés ici. Le Conseil donnera des décisions qui permettront de débloquer ces différentes primes de recherche qui sont octroyées au niveau de l'établissement de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Le Conseil scientifique de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée examine les programmes d'action dans les domaines de recherche et d'appui au développement, mais aussi statue sur toute autre question d'ordre scientifique, académique ou pédagogique. Fondé en 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de 3 établissements d'enseignement supérieur basés dans le même campus à Bassa-Douala, spécialisés dans les domaines du commerce et de la gestion, de la communication et de l'information, de l'industrie et des nouvelles technologies et de la formation paramédicale. Elle est l'une des plus importantes institutions privées d'enseignement supérieur au Cameroun. Toutes ces formations ont un caractère international, tant par le contenu de leur programme et de la qualification du corps enseignant que de l'implication des organisations et des entreprises nationales et multinationales qui participent à l'encadrement des étudiants à travers les échanges, les offres de stages académiques et les stages pré-emploi. Les travaux qui ont commencé ce 5 septembre au sein du campus principal de l'IUG se poursuivent demain avec le Conseil d'instituts universitaires. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée forme des cadres compétents depuis 1993. Dans l'arrondissement de Bokito, les élites regroupées au sein de la Fondation Justine viennent de faire un don en matériel didactique scolaire, également pour assurer une bonne année scolaire 2019-2020 aux élèves de cet arrondissement. Reportage. Porte d'entrée de l'arrondissement de Bokito dans le département du Mbam et Idoubou, le village de Bokaga vient de voir ses élèves récompensés dans le cadre d'une remise de dons en ce début d'année scolaire. C'est l'œuvre de la Fondation Justin qui regroupe les élites de cet arrondissement. La Fondation a constitué le paquet minimum constitué de tous les ouvrages qui ont été mis au programme cette année de la CIL au CM2, notamment dans toutes les matières. On nous a apporté le matériel didactique que vous voyez, il s'agit des registres d'appel, des registres de préparation des cours, des cahiers, des règles, des équerres et tout ce que cela comporte. Outre ces dons matériels, des bourses financières ont été distribuées pour encourager les apprenants à aller loin dans leurs études. Il s'agit donc pour la Fondation Justin de mettre en exergue combien le soutien à la jeunesse lui importe. Les membres de la Fondation essaient de rendre aussi à ceux qui nous suivent. Donc ce que l'école nous a concédé, nous essayons aussi de restituer à ceux qui nous suivent, afin que ceux-là, à leur tour, puissent avoir la possibilité de retrocéder aussi aux autres. Des dons qui doivent être bien entretenus en faisant bon usage, loin des pratiques observées dans la gestion de l'APE. À l'éducation de base, les fonds des APE, qui sont des fonds publics, ces fonds sont plus ou moins distraits dans certains établissements. Une vision corroborée par les milieux de l'éducation. Qu'est-ce que ça fait mal de voir son 50 francs qu'on a sacrifié tout de suite? Le cahier se retrouve en train d'emballer les beignets, mais ça fait mal. C'est un sacrifice. Ce n'est pas le superflu. C'est un sacrifice. Nous devons respecter le sacrifice de l'autre. Pour la Fondation Justin, il n'y a donc pas de doute qu'il s'agit là d'un modèle à perpétuer pour que les jeunes s'en inspirent. La population va retenir que derrière elle, il y a des fils qui se soucient d'elle. Il y a des fils qui pensent à perpétuer une certaine tradition qui consiste à soutenir la jeunesse, à encadrer la jeunesse et servir de boussole à cette même jeunesse. Jusqu'à la chefferie de Bokaga, le geste de la Fondation Justin est salué. Mon élite s'aime. Il y a déjà l'entente entre mon élite, il y a conversation. Mon père disait que quand vous entendez le bruit quelque part, il faut fuir. Ça veut dire que c'est dangereux là-bas, vous pouvez ramasser un caillou perdu. Mais si vous trouvez des gens qui causent à voix basse, allez là-bas.
il y a une bonne chose qui se trame là par-dessous. Le pari est donc pris pour que de l'éducation jaillisse le bonheur du village Bokaga demain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Ouverture demain à Yaoundé du procès Maurice Kamto et les alliés, tribunal militaire de Yaoundé. Et ses avocats, Maître Dupont-Moretti et Antoine Veil, appellent la communauté internationale à réagir à la veille de ce procès inédit d'hommes politiques devant un tribunal militaire. Ils estiment qu'il y a une obstination du pouvoir contre ces prisonniers qu'ils pensent être des prisonniers politiques. Ils déplorent les conditions inhumaines de détention de Maurice Kamto et ses alliés du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et ils comptent également mobiliser la communauté internationale et les Nations Unies concernant la situation et le sort qui risque d'être réservé à celui qui a été classé deuxième lors de la dernière élection présidentielle, principal adversaire du chef de l'État il y a à peine un an. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric Noufélé. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous certainement lundi à 20h, Serge Alain. Voilà, vendredi, ce sera Nadine Yambouche, quoi bien. Rendez-vous lundi, 20h, Cédric. Lundi, 20h.